Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine? Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre nouvelle édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Gibelin. Alors Thibaut Gibelin, c'est un universitaire, il est doctorant, il a une profonde expérience des pays d'Europe centrale et orientale et il est l'auteur d'un livre qui vient de sortir donc aux éditions Fauve, intitulé Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale. Thibaut Gibelin, bonjour. Bonjour. Alors, chers amis éditeurs, ce que je voudrais vous dire en tout premier lieu, c'est que ce livre a, à mes yeux, plus d'une qualité. Et la première d'entre elles, et pas des moindres, c'est le style de l'auteur. Il s'agit d'un essai politique, d'un essai presque, on pourrait dire, de philosophie politique. Par moments, on va jusqu'au sublime de l'idée. Et ça ne se départit jamais d'une langue riche, d'un vocabulaire varié, et puis d'un style que l'auteur cultive. Je pense, Thibaut, c'est votre premier livre? Oui, c'est mon premier essai, en effet. Ça se sent parce qu'il y a un souci de la perfection, une économie de moyens, même si, encore une fois, il y a aussi, on le sent ici et là, l'envie d'en dire beaucoup. Ça, c'est peut-être un petit peu la tentation peut-être du premier ouvrage, de vouloir un petit peu tout dire sur le sujet, mais évidemment, cela n'est pour moi pas du tout un défaut, au contraire. Ça fait un livre très riche. Il y a beaucoup de pistes philosophiques, politiques, culturelles. Et puis, il y a aussi une certaine mesure, une certaine retenue dans l'examen politique de ces enjeux que vous brossez dans ce bel ouvrage, Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, parce que il nous fait sortir finalement des ornières du jacobinisme blanc, du souveraino-souverainisme un peu étriqué de certains et parfois caricatural. On aura probablement l'occasion d'en reparler pendant l'émission. Il nous fait aussi quitter les terres de l'idéologie, de l'irénisme, de l'idéalisme naïf et parfois aussi coupable des élites entre guillemets européennes, européistes plus exactement. Donc je dirais à la fois, il y a un retour du politique, un retour au réel, un retour à l'histoire, un retour au rapport de force également, et puis aussi des explorations. Vous ne vous interdisez pas quelques enthousiasmes, et ça ne gâche rien du tout. Voilà, donc bravo Thibaut Gibelin pour ce très beau premier ouvrage, qui en appelle probablement d'autres. On va discuter du contenu de ce livre dans cette émission que, vous le savez peut-être, je conçois comme un magazine. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir donner le temps à l'auteur aussi d'élaborer certains sujets qu'il n'a pas forcément eu l'occasion de faire lors d'interviews plus classiques. J'ai vu que vous aviez déjà une belle couverture média, même si évidemment les plus gros manquent à l'appel, et c'est bien dommage, mais j'ai envie de dire tant pis pour eux. Alors Thibaut Gibelin, première question pour vous. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire sur Viktor Orban? Je vous demande pas de rentrer tout de suite dans le vif de votre sujet, mais vraiment la genèse de ce livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire à travers Viktor Orban sur finalement cette Europe centrale si peu connue des Français? Vous avez tout à fait raison de subdiviser déjà en deux points. Il y a Viktor Orban et il y a, au-delà de cette personnalité politique, la question de l'Europe centrale. Alors, je dirais que les deux questions sont enchâssées. L'Europe centrale est mal connue des Français. Il y a de bonnes raisons pour ça, puisque nous sommes assez loin et que notre pays est assez grand, assez varié, lui-même peut-être porteur d'une universalité suffisante pour ne pas trop s'intéresser à ce qui se passe au-delà du monde germanique. Cependant, et ça c'est un trait, je dirais, générationnel, j'ai eu l'occasion de découvrir l'Europe centrale assez rapidement grâce à mes études. Et j'ai été frappé, en fait, en Europe centrale, de découvrir des sociétés homogènes comme nous l'avions été par le passé, sur le plan ethnoculturel, et ça exerce quelque chose d'assez rassérénant. Et puis ensuite, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait aucun dynamisme politique dans cette société. On était au tout début des années 2000, c'est-à-dire que Viktor Orban
reprenait à peine la main dans le pays, en Hongrie. Et ce qui m'a frappé, c'est en fait l'inertie de l'opinion publique, l'idée qu'il vivait dans une normalité qui était inaltérable, à savoir que la Hongrie serait un État national hongrois. Et ça, c'était ma première interrogation. Ensuite, j'ai eu en 2018 l'occasion de revenir en Hongrie, d'y passer plusieurs mois, et c'était au moment de l'élection réussie, de la réélection pour la deuxième fois d'affilée de Viktor Orban, avec 2/3 des sièges à l'Assemblée. Eh bien, cet événement-là avait été dépeint et prévu à l'Ouest comme un désastre, comme une bérésina assurée, c'est-à-dire comme enfin un retour à la normale libérale après des années tumultueuses où le Premier ministre de Hongrie offre une donne politique et s'en donne les moyens, à rebours de la logique de l'UE. Et quand Viktor Orban, au contraire, a très bien tiré son épingle du jeu, je me suis dit qu'il serait important d'offrir un autre son de cloche aux Français et de leur donner aussi, et c'est là où la question centre-européenne intervient réellement, de leur donner des clés de compréhension sur cette Europe centrale qui est une communauté de nations avec lesquelles nous partageons l'essentiel, à commencer par la chrétienté occidentale, c'est-à-dire cette genèse dans laquelle l'Europe a pris forme et qui est bien plus, je dirais, vivace dans ces contrées que malheureusement dans la terre de Saint-Louis et de Napoléon. Très bien. Pour les plus jeunes, probablement, ils ne se souviennent pas que lors de la première élection de Viktor Orban, ça avait été un déchaînement de désinformation, de campagne de diffamation, non seulement contre le leader fraîchement élu, mais parfois même contre la Hongrie comme pays, c'est-à-dire qu'elle était accusée finalement d'être trop hongroise, trop différente du reste de l'Europe, insulaire presque, qu'il y aurait une sorte de virus hongrois qui les rendrait différents du reste de l'Europe et qui les condamnerait à une sorte de destin identitaire, même si tout là-dedans n'est pas faux. C'est vrai que pour être moi-même allé en Hongrie, j'ai constaté que la Hongrie a cette spécialité de toujours faire à sa façon. Il y a des plats qu'on ne mange qu'en Hongrie, qu'on ne cuisine qu'en Hongrie, il y a des alcools qu'on ne fabrique qu'en Hongrie, il y a des espèces animales endémiques qu'on ne trouve qu'en Hongrie. Je pense par exemple à une race de cochons, une race de chiens. L'Église catholique hongroise elle-même est finalement assez peu universelle et très hongroise. Il y a des formes de protestantisme typiquement hongrois qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ils ont une langue, évidemment, ça les auditeurs le savent probablement, qui appartient à cette branche, donc qui n'est pas une langue indo-européenne, qui est une langue finno-ougrienne, qui est une langue absolument incompréhensible en fait pour quelque étranger que ce soit. On n'a même pas une piste quand on est dans les rues de Budapest, on n'a même pas un indice de la nature des commerces qui se trouvent au loin et dont on voit les panneaux. Donc il y a une certaine insularité hongroise, un isolat hongrois, c'est vrai, mais est-ce que la Hongrie méritait cette campagne de diffamation? Est-ce que Viktor Orban méritait d'être voué aux gémonies comme il l'a été par la presse occidentale, Thibaut Gibelin? Bien, évidemment qu'il le mérite, si je puis dire, dans la mesure où il est en effet un vrai caillou dans la chaussure de la mise au pas post-nationale de l'Europe. Ensuite, c'est vrai que cette méfiance à l'endroit de la Hongrie, c'est généralement un décalque en petit de la méfiance qu'on a envers la Russie et dans je dirais, la vulgate médiatique occidentale, Orban passe pour un mini Poutine. Et ce qu'on reproche en effet à la Hongrie, c'est que son identité irréductible se refuse à l'absorption dans le sein de cet Occident libéral, comme la Russie, finalement, après 10 années d'errance post-soviétique, a retrouvé un centre de gravité grâce à cet agent du KGB appelé au plus haute fonction. En revanche, ce qui est évidemment dans la mauvaise foi et je dirais un véritable esprit pernicieux, c'est la volonté de criminaliser l'altérité hongroise, c'est-à-dire qu'un peuple qui n'est pas dans le mainstream le fait par perversité, et qu'il y aurait, on l'a très bien vu avec la crise migratoire en 2015, il y aurait une espèce de méchanceté populaire, une culpabilité
de gens qui détesteraient ces gens réfugiés qui arriveraient pour nous apporter un petit peu de fraîcheur et de nouveau sang. Et ça, c'est quelque chose qui est typiquement une entreprise de diabolisation. Et il ne faut pas s'y tromper, quand on est diabolisé de cette façon-là, ça veut dire qu'on a une certaine consistance politique. Alors, en exorde de votre ouvrage, vous avez mis une très belle citation de François-René de Chateaubriand des Mémoires d'Outre-Tombe que je me propose de vous lire. « Une imagination extraordinaire animait ce politique si froid. Il n'eût pas été ce qu'il était si la muse n'eût été là. La raison accomplissait les idées du poète. Tous ces hommes à grande vie sont toujours un composé de deux natures, car il les faut capables d'inspiration et d'action. L'une enfante le projet, l'autre l'accomplit. » Alors c'est vrai que cet exorde, vous l'avez choisi avec beaucoup de soin. Elle rend bien compte, je trouve, de votre propos plus général sur Viktor Orban, qui, d'une certaine façon, comme vous le dites là, citant Chateaubriand, est une sorte de composé à la fois de cristallisation de la tradition et d'intention politique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose de la poésie, une poésie que je dirais d'ailleurs très typique de l'Europe centrale. Ce sont des peuples littéraires, un maximum de diversité sur un minimum d'espace, disait Milan Kundera, merci. Et il y a quelque chose de poétique dans ces peuples et il y a quelque chose aussi de la poésie dans ce leader. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, je crois que vous avez très bien compris le message que je veux faire passer dans ce livre quand vous parlez en effet de cristallisation poétique et d'intention politique. C'est-à-dire qu'à rebours, vous voyez, de la grandeur un petit peu roide, un petit peu desséchée d'un De Gaulle, qui a essayé de porter la plus grande France dans une société qui était faite inapte, je dirais, à comprendre une telle envergure et à se l'approprier. Il y a un pragmatisme déroutant chez ces Hongrois. D'ailleurs, beaucoup de Hongrois aujourd'hui qui sont des bourgeois, des gens de droite, se méfient et n'aiment pas trop Orban parce qu'il est trop astucieux. Et il a quelque chose de vulgaire dans le fait d'être toujours le plus séducteur possible, le plus au petit soin de tel allié qu'il peut courtiser en se fixant dans l'opposition uniquement lorsqu'il sait que c'est un point de non-retour et qu'il va réussir à construire un consensus populaire qui va le soutenir et qui est son seul ancrage, qui est sa seule puissance politique réelle. C'est ce soutien populaire. Viktor Orban, en effet, à mon sens, ce qui le définit fondamentalement, c'est que c'est un gosse de la campagne hongroise. C'est une réalité sociologique qu'on peut comprendre en France en regardant, vous voyez, la guerre des boutons, ce film des débuts des années 60, qui lui-même dépeint d'ailleurs la campagne bourguignonne des années 1910. Ça, c'est, je dirais, la vieille chrétienté encore vivante. C'est une vraie proportion paysanne, vous voyez, et prolétaire dans le peuple, qui donne une certaine dureté, une certaine rusticité, et là-dessus s'est greffée une carrière d'homme politique dans des conditions occidentales, du temps de la post-guerre froide. C'est ça, le cocktail Molotov-Orban. C'est d'une part la trempe populaire relativement inaltérée de la vieille tradition hongroise, et puis l'impératif très rapidement de se confronter à l'empire mondial. C'est-à-dire, par exemple, dès les années 90, la Yougoslavie qui tente une troisième voie, qui refuse qui ne prend pas la mesure en fait de la mise au pas qui se déchaîne, eh bien, elle est proprement démantelée. Viktor Orban, il joue avec les forces du système, il a vraiment le sens des équilibres et il va entrer en dissidence à un moment où l'agenda sociétal et l'agenda migratoire sont une condition de disparition à court terme de la nation hongroise. Oui, vous résumez ça très bien, dans une phrase, toujours dans votre introduction. La tradition disparate retrouve un sens intelligible, le sentiment de l'origine a retrouvé l'épanouissement du devenir. Et c'est vrai que Orban est parfois déroutant parce que il est à la fois, vous le rappelez,
son parti, le Fidesz, est à la fois membre du PPE, donc le Parti populaire européen, auquel appartiennent l'UMP, Fratelli d'Italia, enfin tous les gros bataillons des partis de droite libérale d'Europe de l'Ouest. Il est également extrêmement roué dans sa capacité finalement à contourner son opposition nationaliste sur la droite sur la question migratoire. Il ne leur laisse finalement pas beaucoup de terrain. On a le sentiment même qu'il les étreint pour mieux les étouffer. Il est capable finalement de passer assez inaperçu quand même, malgré les campagnes contre lui menées par l'Open Society de George Soros dans les sommets internationaux. Il sait se ménager des appuis, parfois lointains. On pense à, par exemple, certaines initiatives qu'il a pu lancer à travers le monde, comme par exemple en Amérique du Sud. Il est très roué, il est parfois même opportuniste. Vous le disiez, cela suscite visiblement même de la méfiance dans la bourgeoisie hongroise. Orban est vraiment très déroutant. Est-ce qu'on peut dire un mot de la facture, alors pas seulement sociologique de ce paysan hongrois finalement, mais est-ce qu'on peut dire quelque chose de la facture du militant politique? Orban est un opposant déterminé au socialisme réel. Mais Viktor Orban je pense, en fait, et ça c'est quelque chose qui peut être dit, je dirais, pour compenser le portrait un petit peu apocalyptique qu'on fait de l'époque socialiste. Le socialisme dans ces pays du glacis soviétique, c'était à coup sûr assez déprimant, morne, médiocre, routinier, mais c'était pas, et je pense loin s'en faut, aussi peut-être vicieux que ce qui est en train de se produire aujourd'hui est beaucoup moins, je dirais, préjudiciable au devenir historique des peuples. Il se trouve que il y avait dans cet esprit égalitaire de l'époque socialiste l'idée de pouvoir devenir quelqu'un. Alors on s'entend en tant qu'individu. Donc il y a la racine de l'individualisme est la même que celle qui nourrit le libéralisme. Mais le jeune Viktor Orban connaît une ascension sociale du temps de l'époque socialiste, puisqu'il étudie dans les meilleures universités grâce à sa ténacité et à son travail. Et c'est là où ça donne un élément de réponse à votre question. C'est un jeune homme ambitieux. C'est un homme qui veut s'en sortir, qui veut percer. Dès les années 80, il s'investit énormément dans la vie étudiante. Il a des responsabilités syndicales, etc. Et à ce moment-là, on perçoit que c'est un homme qui veut primer. C'est un homme qui a soif de… Et c'est vrai que, du coup, le sobriquet que donnent les libéraux à Viktor Orban, c'est « dictator ». On comprend bien le jeu de mots avec dictateur et Victor. Oui, le goût du pouvoir le caractérise, c'est évident. Et en ce sens, il est à sa place, à sa place en tant que chef d'État. Mais le portrait d'Orban ne serait pas complet si on ne saisissait pas qu'il a une intuition historique extrêmement mûre et que lorsqu'il s'oppose au communisme dans les années 80, c'est avec un vrai vitalisme, c'est avec le sentiment que cette espèce de milieu médiocre, routinier dans lequel est enfermé son pays ne suffit pas, que l'atmosphère est irrespirable. Et c'est pourquoi il entre en politique de façon foudroyante. Et c'est peut-être sa grande chance historique, c'est qu'en juin 89, on a une époque où le chef de l'État socialiste hongrois, qui s'appelle János Kadar, est sénile. Donc, le Titanic est sans pilote. Et à ce moment-là, il y a dans cette espèce de fléchissement du socialisme une grande cérémonie qui est organisée en mémoire des ministres hongrois qui ont été fusillés en 1956. Pour célébrer cette circonstance, on va faire une réinhumation des 6 personnages et ça se passe sur la place des héros de Budapest, que peut-être nos éditeurs connaissent, qui s'appelle Hősök tér, la place des héros de Budapest. Et Viktor Orban, en tant que représentant du Fidesz, une jeune association qui est née l'année précédente, Viktor Orban va donner une allocution. Et là, il ne va pas se contenter de déplorer le fait qu'il y a eu une répression à une époque où il n'était pas né. Il va dire que la vie de la nation hongroise exige une pleine reconquête de ses prérogatives et donc il faut que l'armée rouge s'en aille. Et le fait de réclamer le départ de l'armée rouge, c'est ça, le grand événement qui propulse Orban sur la scène politique. Et à ce moment-là, il faut comprendre que Viktor Orban n'a pas fait que taper sur un cadavre encore debout qui était l'URSS. À ce moment-là, personne n'envisage que
le mur de Berlin tombera un jour, personne n'envisage que le monde de Yalta peut s'effondrer. Eh bien, lui, il ne le sait pas non plus, mais il s'affranchit d'une tutelle qui est celle de la peur et il assume voilà, une voie possible et un devenir possible. Et je crois que dans cette revendication d'un jeune homme sans aucune maturité politique, on perçoit la capacité en 2015 de s'opposer à la logique migratoire voulue par les intérêts économiques globalistes en refusant ces allocations, ces quotas de migrants et en refusant cette logique où les nations sont considérées comme des baraquements et où les migrants sont considérés comme du bétail humain à ventiler un petit peu partout pour nourrir la croissance des ménages et continuer un schéma économique complètement post-national. Oui, ça vous le détaillez longuement dans toute la première partie de votre ouvrage. Vous faites un sort assez nuancé, mais quand même assez définitif à cette Europe libérale de l'Ouest qui a finalement entrepris une entreprise d'annexion lorsqu'elle a ouvert l'Union européenne à 28. Je me souviens d'ailleurs à l'époque avoir écrit un petit article dans l'Action française qui était empreinte d'un jacobinisme blanc à coucher dehors, avoir écrit un petit article qui s'intitulait « Un rendez-vous manqué ». Finalement, la libération des nations européennes de la tutelle soviétique, puis leur entrée dans un ensemble, disons pan-européen pour faire bref, pouvait avoir du sens à condition que les nations européennes de l'Ouest, qui avaient finalement elles aussi connu d'une certaine façon leur occupation, ne manquent pas cet important rendez-vous. Et ça a été un rendez-vous manqué parce que ça a été un rendez-vous à la table des petits intérêts économiques et vous en faites le portrait assez saisissant de ce matérialisme vulgaire qui prévalait aussi bien d'ailleurs dans le socialisme concret que dans l'Europe dite libre de marché. En réalité, c'est le même matérialisme qui dominait. Alors l'un était matérialisme historique si l'on veut, et l'autre était un matérialisme vulgaire, mais la conséquence en a été cet immense rendez-vous manqué, en fait, avec l'histoire, c'est-à-dire avec le retour des nations centre- et est-européennes à la maison, dites-vous. Vous dites, il y a quelque part que c'est comme un retour chez soi. La Hongrie et toutes ces nations européennes, dites-vous, sont comme rentrées chez elles. Elles ne se sont pas préoccupées de savoir finalement comment on mettait la table ou qu'est-ce qu'on allait dîner le soir. On se préoccupait exclusivement à ce moment-là de retrouver les siens, dites-vous. Et c'est vrai que peut-être les nations européennes les nations centrales et est-européennes ont manqué d'une certaine vigilance à ce moment-là, trop enthousiasmées par la perspective d'une réunion avec leurs sœurs séparées. De la même façon, les nations occidentales, elles, ont été complètement, en fait, insensibles et même méprisantes à l'égard de cet immense retour des nations européennes à elles-mêmes. Thibaut Gibelin. C'est ce qui est en effet, il y a un effort en fait de remise en perspective historique à faire. C'est vrai. Aujourd'hui, la seule chose qui est admise pour excuser le comportement bizarre et revêche de ces pays centro-européens, c'est de dire mais en fait ils ont quand même souffert du communisme. Alors, ce qui vaut uniquement comme excuse du point de vue libéral, en imaginant que ces pauvres gens n'ont pas connu les délices des 30 Glorieuses. Alors que le travail de remise en perspective que je fais dès l'introduction, c'est de montrer que la grande période d'aliénation, justement, de l'Europe occidentale, c'est les 30 Glorieuses. C'est-à-dire que il y a eu d'abord une trentaine d'années de guerre civile européenne, de 1914 à 1945. Le continent a été écrasé et sous ses propres forces, je dirais, délétères. Et ensuite, il a été escroqué avec cette mise en place d'un catéchisme libéral très élémentaire qui consiste à penser que quand les individus s'enrichissent, on est dans le meilleur des mondes. Et je crois que c'est un petit peu la queue de comète de cette époque, qui est une époque qui est une faillite morale, qui est une faillite civilisationnelle, qu'on a dans les réclamations, je dirais, les plus étriquées des Gilets jaunes, où finalement, on aimerait retrouver les joies des années 60. Ça, c'est une réalité que n'a pas du tout connue l'Europe centrale, c'est pas comme ça qu'ils l'ont vécu. Les pays d'Europe centrale
en s'en félicitant ou en le déplorant, ont été mis au pas dans les années 20 puis dans les années 40 à l'époque, à l'heure de l'ethno-nationalisme. C'est-à-dire que ces pays-là étaient très largement plurinationaux, c'est-à-dire qu'il y avait une souveraineté nationale avec une nation dominante, par exemple en Hongrie, les Hongrois, et il y avait des communautés politiques, des communautés culturelles, des Serbes, des Roumains, etc. Oui, des minorités nationales. Des minorités nationales, et on n'envisageait pas, comme la France jacobine l'a fait, qu'il fallait expurger la langue bretonne de Bretagne ou la langue basque du Pays basque pour en faire des Français. On avait un principe d'unité spirituelle qui en Hongrie est la Sainte Couronne, par exemple, et qui dispensait de chercher un mimétisme et une espèce de normalisation à un citoyen jacobin idéal. Eh bien, ça, c'est ce qui a été modifié dans les années, au cours de ces années de guerre civile européenne. Et puis, finalement, le communisme est intervenu pour apporter une réponse matérialiste, post-nationale, individualiste à ces épreuves historiques. Sauf qu'il se trouve que le socialisme d'État était beaucoup moins performant et qu'il a suscité l'exaspération de ces peuples qui ont patienté, qui ont enduré cette situation jusqu'à ce qu'ils tombent au tournant des années 90. Finalement, quand nous sommes en 1990, ces pays d'Europe centrale, ils n'ont été à l'origine d'aucune des idéologies qui ont construit le XXe siècle. Ce n'est pas eux qui ont apporté la logique ethno-nationale, ce n'est pas eux qui ont inventé ou mis au point le communisme, ni le national-socialisme. Ce qui fait tout l'intérêt pour moi de ces pays d'Europe centrale, c'est qu'en fait, ils ont une conscience infiniment plus nette, par exemple, que les Allemands, qui sont absolument dominés par les démons du passé. Ces pays d'Europe centrale, ils regardent le XXe siècle comme non pas la matrice de ce qui va construire leur avenir, mais au contraire comme l'espèce de passage à vide, comme la parenthèse sinistre de laquelle il faut sortir. Et du coup, ils appréhendent le monde multipolaire d'aujourd'hui, ils appréhendent même le phénomène Trump aux États-Unis comme simplement le sentiment que l'histoire est ouverte et qu'ils peuvent y intervenir en tant que peuple enraciné dans leur identité séculaire, dans leur foi et dans ce qui semble être intemporel, c'est-à-dire la simple continuation de leur culture et de leur langue. Oui, c'est vrai, ils sont très empreints de cette culture austro-hongroise qu'on pourrait qualifier de fédérale, tout simplement. Il n'y a pas tous les virus de l'idéologie illuministe des Lumières françaises et allemandes, finalement, a pris moins racine en Europe centrale et orientale, c'est évident. Vous avez évoqué beaucoup de choses qui appelleraient des commentaires. Thibaut Gibelin, vous avez parlé de guerre civile européenne 14-45. Bon, vous tranchez un peu vite la querelle des historiens. Je renvoie les auditeurs que ça intéresse à la querelle des historiens autour des ouvrages de Ernst Nolte, qui défend cette thèse et qui, à mon avis, a été brillamment contredite par François Furet. Ça nous amènerait trop loin, le temps avance. Il y a une autre chose que vous avez évoquée qui me semble absolument cardinale de détailler un peu pour nos auditeurs, c'est cette conception de la couronne, de la Sainte Couronne, avez-vous dit, la couronne de Saint-Étienne, qui est le saint patron de la Hongrie, et qui a produit on pourrait dire tout un pan de philosophie politique, de philosophie du droit même. On pourrait même parler d'histoire du droit hongrois, avec cette notion finalement d'une couronne en l'absence de prince, en l'absence de roi, qui est le point d'appui principiel de toute l'architecture du droit public hongrois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Thibaut Gibelin ? Oui, alors c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, en tout cas, cette histoire de l'Europe centrale m'a permis de mûrir beaucoup de réflexions sur comment se construit une nation. Et c'est vrai que un des fondements de l'ordre politique en Europe, à travers le Moyen-Âge, c'est la dynastie. Et qu'est-ce que c'est qu'une dynastie ? C'est la métaphore de la famille. C'est-à-dire que comme la famille est à la racine de l'ordre social,
la dynastie est à l'origine de l'ordre politique. Simplement, plus la société se complexifie, elle se politise et elle se détache de cette matrice originelle qu'est la dynastie, en Hongrie qui sont les Arpades, c'est-à-dire les descendants du chef de guerre qui a conquis le bassin des Carpates pour ses tribus magyares. Et ce qui va se dégager comme principe du coup de souveraineté, c'est la couronne. Alors, il y a deux éléments conjoints, et c'était exactement la même chose dans la France du Capet. Il y a d'abord l'élection du souverain par les grands, quitte à faire roi, peuvent dire les ducs à Capet. Et puis, il y a évidemment le sacre, qui est l'onction religieuse, qui permet, depuis que la chute des empereurs romains d'Occident a laissé la souveraineté être allouée, être donnée par le catholicisme romain, eh bien, il y a évidemment ce sacre qui est le complément spirituel. Eh bien, en Hongrie, les malheurs de l'histoire ont fait que, dès le XVIe siècle, en 1526, la bataille de Mohács expose la Hongrie à la conquête ottomane. Alors, les Hongrois ont fait mieux que résister. Pendant 2 siècles, ils ont été le rempart de l'Europe face à cette poussée irrésistible de ce qui était le premier empire du monde. Et la défaite hongroise à Mohács va entraîner un passage à vide considérable, 180 ans de dislocation entre la puissance turque et la puissance autrichienne, qui va faire du nord-ouest de la Hongrie un limes, une zone intermédiaire où les armées impériales vont s'opposer et tenir le terrain face à la poussée islamique. Eh bien, à ce moment-là, c'est la Sainte Couronne de Hongrie qui est le garant, qui est le témoin de la souveraineté hongroise, si bien que pour obtenir la souveraineté sur la Hongrie, eh bien, il faut être couronné. Il faut que ce soit cette couronne-là qui soit apposée sur la tête du prétendu souverain. Et c'est pour cela que la double monarchie va laisser un souvenir très durable en Hongrie. C'est parce que lorsque l'affaiblissement de l'Autriche, dû à l'unification allemande par Bismarck, lorsque l'Autriche va remédier à l'organisation de ce monde danubien, elle va concéder des droits aux Hongrois et François-Joseph de Habsbourg va être sacré avec la fameuse Sissi dans l'église Saint-Mathias de Budapest. Et pour une fois, ce n'est pas la couronne de Hongrie qui était aliénée au souverain d'Autriche, c'était le souverain autrichien qui venait à Budapest et qui était en Hongrie uniquement roi de Hongrie et rien d'autre, et qui était empereur d'Autriche dans les territoires héréditaires des Habsbourg. Et ça, c'est un phénomène qui montre combien, après 350 ans de passage à vide, eh bien, cette sainte couronne, elle est encore extrêmement présente. Et on peut aller encore au-delà. Après la fin de la Première Guerre mondiale et puis la dictature communiste de Béla Kun, c'est l'amiral Miklos Horthy qui va être régent de ce royaume et non pas roi. Et pourquoi est-ce qu'il n'est que régent ? Eh bien parce que la loi des vainqueurs prive la Hongrie de choisir un souverain selon ses vœux, et donc le chef de l'État va se placer simplement comme auxiliaire de la Sainte Couronne, en attendant que des jours meilleurs ramènent la monarchie proprement dite. Et en effet, vous avez tout à fait raison de dire que la Sainte Couronne a nourri et nourrit encore la pensée politique hongroise. Ça a été un événement très important pour Viktor Orban quand, à son retour au pouvoir dans les années 2010, il a ramené la Sainte Couronne de Hongrie sous le dôme du Parlement de Budapest pour bien réconcilier la démocratie et cette façon d'élire au suffrage universel des représentants, pour bien la réconcilier avec la plus longue mémoire politique hongroise. Oui, il n'a pas fait que ça, il a, je crois, aussi changé le nom de la Hongrie, qui n'est plus une république. Vous avez tout à fait raison. Le nom, en effet, de la Hongrie, c'était République de Hongrie, et c'était la même chose que depuis 1945, depuis que les communistes avaient imposé ce régime de République populaire.
Et en effet, Orban change l'intitulé du pays. C'est simplement maintenant Hongrie, c'est-à-dire Magyarország. Ça nous emmènerait trop loin, Thibaut Gibelin, le temps va nous manquer, mais cette histoire de couronne de Saint-Étienne est absolument centrale pour ceux qui veulent bien réfléchir aux formules dans lesquelles une Europe authentiquement européenne pourrait ressusciter, pourrait renaître de ses cendres, parce que justement, contrairement à beaucoup qui regardaient du côté de Vladimir Poutine et de la figure très classique du Vojt, c'est-à-dire on pourrait dire presque du tyran oriental, ou ceux qui regardent du côté de Donald Trump depuis 2016, ou ceux qui ont espéré dans telle ou telle femme ou homme politique d'Europe de l'Ouest, qui ont regardé Salvini avec quelques faveurs. Je crois que Viktor Orban faisait un chemin beaucoup plus discret, beaucoup moins exaltant d'ailleurs pour les militants à qui la radicalité a peu de frais, a beaucoup d'attrait. Viktor Orban, je le répète, est membre d'un parti affilié au Parti populaire européen. Il joue de beaucoup de ruses, mais il fait un travail de fond qui, à mon avis, parlera dans les siècles, parce que c'est là que se reconstruit l'Europe authentique, l'Europe véritable, l'Europe dans la douleur. Dans votre livre, c'est très clair, le message un des messages, je crois, sur lequel vous insistez particulièrement dans ce livre, c'est que la Hongrie, comme d'autres pays d'Europe centrale, vous parlez longuement du groupe de Visegrad, donc Pologne, Tchéquie et Slovaquie, ont eu des mésaventures politiques, en particulier l'occupation étrangère. Et l'ancienneté de ces malheurs, finalement, les a préparés à la situation actuelle, en fait, à toutes ces idées qui nient leur souveraineté, qui empiètent sur leurs droits, qui leur racontent la messe. Ces nations centre-européennes, ils sont très accoutumés, Thibaut Gibelin. Oui, c'est en effet tellement important pour moi que j'ai consacré le premier chapitre. C'est que au-delà de la personnalité de Viktor Orban, il me semble que, et même au-delà de la carrière de Viktor Orban lui-même, ce qui est en train de se jouer, c'est la contraction de l'Allemagne, de la Russie aussi, parce qu'il y a quand même un véritable épuisement, je pense, de ces pays-là, sur le plan démographique notamment. Je ne sais pas ce qu'il en sera de la Turquie, qui est peut-être plus vindicative, mais enfin, ces trois sphères de puissance, sphère ottomane, sphère russe, sphère allemande, elles ont comme limes commun, si je puis dire, cette Europe centrale qui nous intéresse. Alors même dans des proportions très larges, puisque ça inclut les Balkans jusqu'à la Grèce, et puis ça inclut dans le voisinage russe immédiat les pays baltes, qui je crois vous intéressent également. Oui, c'est des questions qui sont intéressantes parce que tout ça mis bout à bout fait un ensemble assez considérable et le bassin des Carpates, précisément la Hongrie, c'est le pivot de cet espace assez immense. Et dans le désarroi, je dirais même la déconfiture de l'ordre, je dirais, occidental, eh bien, je crois que cette région qui est sur les routes de la soie, mais si loin de la Chine, qui est grosso modo sous le parapluie de l'OTAN, mais complètement étrangère sur le plan culturel, sur le plan des mentalités à l'Amérique, eh bien, je crois que c'est une région qui ne manque pas d'intérêt. Alors, le fond du problème, c'est est-ce que ces pays d'Europe centrale ont le temps, est-ce que la capacité d'usure de ce système qui a montré, je dirais, ses ressources avec l'exploitation du Covid et compagnie, est-ce que face à cela, des élites politiques comme la Hongrie libérale qui n'ont que le populisme comme point d'appui peuvent faire valoir leur atout avant on ne sait quelle, je dirais, aggravation du mal. Ça, c'est une question qui n'est pas qu'on ne peut pas résoudre, et je ne prétends pas la résoudre. Simplement, je montre que s'il y a bien un cheminement qui est pragmatique, qui fait preuve d'humilité et de persévérance devant les événements, c'est bien l'itinéraire de ce Hongrois qui a comme vous l'avez très bien souligné, une vision des choses à long terme qui enracine son action la plus pragmatique et la plus, je dirais, la plus cynique dans un vrai sens historique
Et je crois que c'est une leçon à méditer pour les Français. En effet, vous le disiez, ces pays-là ont connu des occupations prolongées. Moi, plus je connais l'histoire des pays d'Europe centrale, moins je m'inquiète pour la France. En tout cas, pour tous ces pans de la population française, qui sont des millions de Français, qui en fait, à mon avis, ne conçoivent même pas ce que c'est que la déchéance. C'est-à-dire que je pense que nous vivons encore dans une illusion un petit peu tragicomique, comme quoi notre présence sur les 5 continents signifie quoi que ce soit. Moi, je pense que nous sommes en 2021 et il y a un jeu de déclassement qui est évident. En revanche, ce que peuvent les Français sur la terre de leurs ancêtres, c'est immense. Et ça, c'est, je dirais, quelque chose qu'on ne pense pas, qu'on ne conçoit pas, parce qu'on est encore en train de cultiver digérer la défaite, ce surmoi hexagonal et républicain qui est peut-être plus incapacitant que stimulant. Oui, écoutez, c'est intéressant de vous entendre dire ça, Thibaut Gibelin, je pensais, vous m'étonnez. Mais c'est intéressant. Alors, juste un petit chiffre, un ou deux chiffres, 64 millions d'habitants sur 530 000 km², donc regroupant la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie, qui constituent ce V3, ce groupe de Visegrad 3, qui est devenu le groupe de Visegrad 4, avec la séparation consentie entre la Tchéquie et la Slovaquie en 91. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'actualité de ce groupe de Visegrad et, s'il vous plaît, Thibaut Gibelin, ses prolongations baltes et balkaniques, je l'espère demain, avec peut-être la Slovénie, qui sait la Croatie, ce qui permettrait la reconstruction finalement d'un grand ensemble polono-lituanien comme on en a connu au XIVe, XVe siècle. Oui, alors c'est en effet une forme d'alliance politique qui ressuscite une alliance du XIVe siècle. Vous voyez que ça vient quand même de loin. Figurez-vous qu'il y a quand même des invariants historiques impressionnants. Il se trouve qu'en 1335, déjà, les Polonais sentaient très bien que les chevaliers teutoniques, ce qui deviendra la Prusse, étaient là pour longtemps et pas pour leur bien. Et d'autre part, la marche orientale de l'Empire, ce qui deviendra l'Autriche, c'est-à-dire la marche de l'Est, eh bien, posait des soucis continuels aux Tchèques et aux Hongrois. Et donc, en 1335, dans cette petite ville de Visegrad, qui est sur la courbe du Danube, donc aujourd'hui, il y a encore les ruines du château, et le roi de Hongrie tenait sa cour là assez souvent. D'ailleurs, c'était des Anjou-Sicile, c'était des rois d'origine française à cette époque-là, et il crée une alliance. Ces pays tchèques qui vont donner la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie, et quand l'URSS tombe dans les oubliettes de l'histoire, même avant, en fait, dès 91, début 91, eh bien, les héritiers de ces 3 pays, donc cette Hongrie, cette Tchéquie, cette Pologne, toute frette et moulue du glacis soviétique, vont signer une alliance de Visegrad, à Visegrad encore, pour préparer ensemble leur retour dans la famille européenne. Alors là, je tiens à le préciser, vous savez que ces pays-là avaient beaucoup de naïveté, l'Ouest beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y avait une capacité prédatrice, je dirais, du capitalisme occidental à flairer la bonne affaire, et si bien que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est sur pied au lendemain de l'effondrement du communisme, et qui en est le premier président, c'est Jacques Attali, et c'est François Mitterrand qui le place à la tête de cette banque après l'avoir eu comme conseiller à l'Élysée pendant des années, pour préparer la prise en charge de ces économies, autrement dit la liquidation des industries de ces pays, pour les reconstruire sur mesure comme dépendantes et complémentaires des multinationales occidentales. Donc, on voit qu'à cette époque-là, l'alliance des pays du Visegrad est relativement candide. Ils ne comprennent pas vraiment que les rapports de force qui se nouent sont des rapports de force de subordination, et non pas un retour à la loyale, en effet, des frères perdus du fait de Yalta. Alors,
ce qui est intéressant, c'est que l'Europe en 1990 ne ressemble pas du tout, l'Europe occidentale, à celle d'aujourd'hui. Il y a eu une évolution foudroyante en termes de mode de vie, en termes de population, du type de population qui peuple nos grandes villes, en termes aussi de programmes dans les manuels scolaires. Donc, ces pays-là ont rejoint avec un réel souci d'amélioration et de progrès de leur situation, un giron qui leur semblait être un havre de paix et la certitude d'un mieux, voilà, d'un avenir meilleur. Si bien que ils ont quand même mis plusieurs années à rentrer, puisque ces pays-là, ils entrent dans la vague d'élargissement de 2004. Et une dizaine d'années plus tard, c'est une Europe qui est encadrée par le traité de Lisbonne, et c'est une Europe qui, face à l'effondrement du rivage de l'UE, enfin, du voisinage de l'UE, à savoir les printemps arabes qui ont mis à feu et à sang notre voisinage méditerranéen, eh bien, c'est des pays qui découvrent la question migratoire extra-européenne. Et c'est là où le groupe de Visegrad va retrouver une consistance et même peut-être fonder sa consistance politique. C'est avec cette question de la grande vague migratoire de 2015 qui va non pas simplement mettre en branle un déplacement de population, mais qui va mettre à l'agenda politique la question de la répartition coercitive de toutes ces populations. Et donc, le grand événement qui donne une conscience politique à l'Europe centrale, c'est celui-ci, c'est que ces pays-là se sont réunis pour dire que personne ne peut décider qui fait partie de leur peuple et qui n'en fait pas partie, qui doit être accueilli chez eux et qui ne doit pas l'être. Voilà, c'est ça, à mon avis, quand même la pierre fondamentale de cet édifice politique du V4. Et je dirais que c'est à peu près tout. Il faut reconnaître que ces pays-là n'ont pas toujours des intérêts concordants, et en tout cas, ils ne sont pas forcément prêts à les défendre. Par exemple, sur l'agenda sociétal, c'est la Hongrie et la Pologne qui forment le tandem réellement, je dirais, déterminé, et qui refusent cette mise au pas, et en tout cas cette propagation des logiques de cette issue généralement des campus des universités américaines. Mais l'idéologie LGBT se heurte à une résistance politique, principalement sur Budapest et Varsovie, et bien moins sur Prague et Bratislava. Et la question du Covid est encore plus préoccupante, puisque, en l'occurrence, il n'y a pas de réponse centre-européenne spécifique. Et là, ça nous entraînerait à une autre réflexion, mais qui est qu'il y a des leviers de puissance considérables que sont le monde de la recherche, les laboratoires pharmaceutiques, un IHU comme celui du professeur Raoult à Marseille, c'est un point d'appui considérable pour la souveraineté pharmaceutique ou d'une politique sanitaire. Ces pays en Europe centrale ne jouissent pas de tels pôles de recherche, et donc ils n'ont pas la capacité d'édifier un contre-discours vis-à-vis du discours que les médias dominants amplifient venus des laboratoires anglo-saxons ou français. On verra ce qu'il en est de cette pandémie. Une chose est sûre, c'est que vous concluez votre livre sur votre chapitre 10 intitulé « Vers un nouvel âge d'ordre ». Alors c'est intéressant parce qu'on aurait pu, c'est évidemment un jeu de mots sur un nouvel âge d'or, et finalement ici vous nous dites, vous sous-entendez que l'ordre, finalement c'est l'or que cette Europe centrale, cette Mittel Europa est en mesure d'exporter comme une véritable valeur ajoutée, une plus-value apportée à ses frères séparés d'Europe de l'Ouest. C'est tout ce qu'on souhaite. Je voudrais quand même signaler pour nos auditeurs qui sont, comme la plupart de nos concitoyens, totalement ignorants de l'Europe centrale et orientale, les importants livres de Henri Bogdan sur cette ère civilisationnelle, sur cette ère géographique, et également de Pierre Béard sur la Mittel Europa, qui est véritablement un sujet passionnant pour les Français, parce que nous y comptons beaucoup d'amis, et il y a beaucoup de parallèles. Vous en avez fait quelques-uns lors de ce bref entretien, Thibaut Gibelin. Peut-être conclure là-dessus. Qu'est-ce que nos petits frères d'Europe centrale ont à nous apprendre, nous Français, pour entrer dans ce XXIe siècle ?
Eh bien, je dirais d'abord une conscience communautaire de l'identité nationale. Je crois que la logique contractuelle a fait peut-être moins de ravages chez eux que chez nous. Je crois que qu'est-ce que c'est qu'être polonais, qu'est-ce que c'est qu'être hongrois, c'est des choses auxquelles on répond par un vécu, par des expériences concrètes. Et du coup, le caractère idéologique et artificiel de l'identité n'est pas accentué chez eux comme chez nous. Ce qui est aussi, à mon avis, très, très important à méditer, c'est que ces pays-là ont la conscience qu'ils peuvent disparaître. Alors que il y a malheureusement en France une ambivalence, d'un côté, peut-être un orgueil un petit peu cocardier qui ou exige, vous voyez, c'est typiquement la phrase du début des mémoires de De Gaulle, la France est faite pour, je ne sais plus exactement comment il tourne ça, pour des malheurs achevés ou une grandeur exemplaire, vous voyez, quelque chose. Donc, si jamais on ne peut pas être la plus grande France, nous ne sommes plus rien. Je crois que la grande leçon des pays d'Europe centrale, c'est qu'une nation, elle a sa dignité nichée au cœur des hommes et des femmes et des actions résolues qu'ils conduisent, et non pas dans les représentations et les institutions artificielles qui sont comme une espèce de projection de surmoi institutionnel, mais qui, en fait, qui n'est pas assez innervé, vous voyez, qui n'est pas nourri de sève. Et je crois que c'est ça la grande leçon, c'est que le réel a toujours raison, c'est que l'histoire ne connaît pas la fatalité, et que en politique, pour rendre la parole à un Français, le désespoir est une sottise absolue. Merci beaucoup Thibaut Gibelin. Oui, en effet, la leçon, peut-être, c'est le mot à retenir, ce serait une certaine humilité, un sens de la mesure qui manque considérablement aux élites françaises, qui nous projettent sur tous les océans, tous les horizons, et qui voudraient faire de tout le monde un petit Français. On se souvient des leçons des maîtres d'école de la Troisième République au fin fond de la jungle, qui expliquaient à des habitants du Soudan ou du Congo que ils avaient des ancêtres gaulois. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment l'erreur initiale. Et en effet, s'il y avait une leçon à retenir de tout cela, c'est une certaine humilité, se replonger finalement dans nos origines, comme l'ont fait ces nations d'Europe centrale, en repuisant leur alliance dans le lieu même où ils l'avaient forgée 6 siècles plus tôt. Peut-être nous aussi devrions-nous, à leur initiative, les imiter et nous ressourcer, nous aussi, dans ce qui a été le baptême de notre nation. Thibaut Gibelin, merci beaucoup pour ce moment. Je vous rappelle les coordonnées du livre de Thibaut Gibelin, « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne », sous-titré « Résurgence de l'Europe centrale » aux éditions Fauve, 20 € seulement. Thibaut Gibelin, merci beaucoup. Je vous laisse la parole pour un dernier mot pour nos auditeurs. Et je conclurai également par vous encourager à nous soutenir financièrement sur le site d'Égalité et Réconciliation. Vous savez que vous pouvez nous aider, en particulier en faisant des dons réguliers, ce qui nous permet de voir et de prévoir, afin de continuer de vous fournir du contenu de qualité et des projets, tels que la dernière émission que vous avez probablement vue, Le Grand Reset ou Le Grand Ménage. Thibaut Gibelin, je vous laisse le mot de conclusion. Bien, merci Monsieur K pour votre invitation. Merci aux auditeurs de RFM pour leur écoute et je leur souhaite une bonne lecture. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine?